Bruno Chollet, le faux taxi. En 2008, il a enlevé, tué, puis brûlé une étudiante suédoise, Susanna Zetterberg. Elle était grande, blonde, incroyablement belle, et elle profitait de la vie parisienne. Elle ne s'est pas méfiée de celui qui se prétendait chauffeur de taxi. Une enquête éclair, 5 jours, menée par des policiers d'élite pour mettre hors d'état de nuire un homme particulièrement dangereux. Un multirécidiviste qui avait déjà passé la moitié de sa vie en prison. Quand il a été arrêté, Chollet était de nouveau en chasse. Je suis appelé par l'adjoint du commandant de compagnie qui nous demande d'intervenir sur une découverte de cadavre à Villy-Saint-Léonard. Un corps partiellement brûlé. Le corps a été découvert à peu près à cet endroit. Et la dame qui a découvert le corps venait de ce chemin forestier. Elle a d'abord aperçu le bouchon de jerrycan. Ça lui a paru bizarre. Elle s'est tournée et elle a vu ce qu'elle décrit comme un amas de chair. Elle s'est approchée, elle a senti une odeur d'essence, elle a eu peur, elle est allée chercher ses voisins. Le corps il est dans une position face contre terre, la tête légèrement inclinée. Il est bien brûlé. On a les épaules qui sont brûlées, le dos qui est brûlé. On verra par la suite que la poitrine est brûlée, le bassin au deuxième, troisième degré, tout ça. Il reste une partie du jean. Tout le haut du corps, tout le reste, il n'y a pratiquement plus de vêtements ou alors des lambeaux. Lorsqu'on va retourner le corps, on peut dire que c'est une femme de 20-35 ans, cheveux châtain clairs, très clairs. On distingue la face n'est pas totalement brûlée, donc on distingue la face, on voit que les yeux sont bleus. On aperçoit derrière l'oreille un orifice d'entrée d'un projectile pouvant être d'un diamètre de 5 mm à peu près. À côté du corps, de part et d'autre, on va retrouver 2 étuis percutés de calibre 22 long vif, donc 5 mm 5. Et sous le corps, un autre étui. Donc en tout, on a 3 douilles. Les mains sont dans le dos, menottées, avec des menottes portant le logo Made in Chine, et des menottes que l'on peut trouver dans des sex shops. Un corps de femme, des douilles, mais aucun papier d'identité. Il peut s'agir d'un endroit, d'un lieu de rencontre, puisqu'on retrouve des préservatifs usagés à proximité, et puis un vieux slip qui a également été saisi. On a pensé à un règlement de compte, on a pensé à une prostituée, on peut penser à un viol, on peut penser à plein de choses. Il y a aucune, on peut pas fermer des portes. Une certitude, le cadavre n'a pas été dissimulé, mais abandonné à l'orée de la forêt. Beaucoup de joggeurs sont passés toute la matinée, entre 6h30 et 11h45. Mais eux ont vu effectivement ce qu'ils décrivent comme un mannequin, donc ils ne se sont même pas arrêtés. Pour eux, c'était un mannequin de présentoir, désarticulé, dont quelqu'un se serait débarrassé. Cinq heures plus tôt, une femme a alerté les pompiers. Elle passait en voiture au niveau du carrefour. On a l'heure exacte, il est 6h47, et elle aperçoit des flammes dans le chemin forestier. 2 foyers d'incendie. Et les pompiers lui répondent que le temps étant humide, il y pleut plus ou moins, il n'y a aucun risque de propagation de l'incendie, mais si elle dispose d'eau à l'intérieur de son véhicule, ce qui est le cas, puisqu'elle a des bonbonnes d'eau pour
donner à ses chiens, eh bien, elle peut éteindre les foyers d'incendie. Ce qu'elle fait, elle va donc verser le contenu d'une bonbonne d'eau sur le corps. Elle croit, à ce moment-là, qu'il s'agit d'un mannequin de devanture de magasin. Une chose est certaine, si la jeune femme ne s'était pas arrêtée, n'avait pas éteint le feu, le corps aurait été totalement calciné et rien n'aurait permis l'identification. Dominique, quelles sont les constatations que vont faire les légistes sur ce corps ? Alors, on sait qu'elle a été frappée à la tête parce qu'elle a un hématome au front. On sait qu'elle présente des plaies au niveau du sein gauche, 4 plaies perforantes qui ont été provoquées par une arme blanche, cylindrique, tranchante, sans doute un pic à glace. Ces plaies ont perforé et sont allées jusque dans le poumon. Le poumon a été percé 4 fois, s'est rétracté et la personne est morte asphyxiée. L'agonie a duré plusieurs minutes. Elle a en plus reçu 4 balles à la tête, 3 balles tirées à bout touchant, le canon touchait la peau et une 4e à courte distance. Le médecin détermine une chronologie des faits, d'abord les coups, ensuite le pic à glace et enfin l'arme à feu. Il détermine cette chronologie parce que les plaies à la tête ont très peu saigné, ce qui veut dire que le cœur était soit à l'arrêt, soit en train de s'arrêter. On sait également qu'elle était morte au moment où elle a été incinérée. On le sait parce qu'elle n'a pas inhalé de fumée, de suie. Elle n'en a ni dans la bouche, ni dans les poumons. Et dernier point, elle a consommé de l'alcool. Elle a 1,24 g d'alcool par litre de sang. Est-ce qu'elle a été violée ? On ne peut pas le dire parce que les parties génitales ont été détruites par le feu. Et est-ce qu'on arrive à déterminer l'heure de la mort ? Oui, l'heure de la mort, on la situe 8 heures avant la découverte du corps. Un promeneur a retrouvé le cadavre d'une jeune femme. Son corps a été brûlé et il n'a pour le moment pu être identifié. Toute personne ait vu quelque chose sur le secteur, qu'il prenne contact avec la brigade de gendarmerie de Senlis. Nous sommes partis de l'hypothèse qu'ayant utilisé de l'essence pour mettre le feu au corps, le ou les auteurs avaient très bien pu se brûler. Nous avons lancé des investigations auprès de tous les hôpitaux de la région. Et effectivement, on a trouvé 2 personnes qui, ce week-end-là, s'étaient brûlées. L'un, je crois, avec un barbecue, etc. On a vite fermé la porte, mais il fallait le faire. L'enquête de voisinage ne donne rien. Les premières maisons sont trop loin du sentier. Mais lors d'un barrage filtrant sur la départementale voisine, les gendarmes recueillent un témoignage intéressant. Un individu qui partait à son travail est passé à cet endroit vers 6h25. Et son attention est attirée ce matin-là par la présence d'un véhicule. Habituellement, il n'y a pas de véhicule qui stationne à cet endroit. Un véhicule monospace blanc, situé avant la barrière du chemin forestier. Il note qu'il n'y a pas de galerie sur le toit, et puis il passe son chemin comme si de rien n'était. Il pense même reconnaître le logo de la marque. Il nous dit, je suis certain, j'ai vu des chevrons, je pense que c'était un Citroën. Donc on va lui montrer beaucoup de photos de véhicules monospace et il pense reconnaître un Citroën Évasion. Les gendarmes vérifient si un monospace blanc n'a pas été flashé au cours de la nuit, dans l'Oise ou en région parisienne. On a eu, je pense, 280 véhicules verbalisés. Aucun ne correspondait à les descriptions qui nous étaient faites par le témoin qui avait vu un monospace blanc vitre teintée. Une voiture encore introuvable. Un corps calciné vers 6h30, 7h moins le quart, sans papier. Après 2 jours d'investigation, les gendarmes n'ont pas grand-chose. C'est alors que la BRDP, le service de recherche dédié aux personnes disparues, contacte le major Leclerc.
j'ai reçu un coup de téléphone du capitaine Lambert, Marilène. Madame Lambert était saisie de la disparition d'une jeune ressortissante suédoise, Susanna Zetterberg, 19 ans, étudiante à la Sorbonne. Cette personne a disparu le 19 avril, 5 heures. Susanna Zetterberg, dite Sana. Blonde, aux yeux bleus. Elle vivait depuis 8 mois à Paris dans le 18e arrondissement chez une amie de sa mère. C'est elle qui a alerté la police à 11h20 le samedi matin pour signaler la disparition de Sana. Déjà, elle n'est pas rentrée, elle n'était pas à son travail, elle ne répondait pas au téléphone, elle ne retournait pas nos appels non plus. Déjà, ça, c'est inquiétant. Et c'était pas son style. Et ça, j'ai essayé d'expliquer au commissariat. Susanna avait reçu la veille la visite de 2 amis qui venaient de Suède. Elles avaient décidé d'aller s'amuser en boîte de nuit. Elles avaient pas mal bu, notamment Susanna, qui n'était pas ivre au point de ne pas tenir debout, mais qui était quand même dans un léger état d'ébriété. Et puis, vers 4h30, Susanna dit à ses amis qu'elle doit regagner son domicile, qu'elle doit regagner le studio, parce qu'elle va travailler le lendemain matin à 8h30 dans un magasin. Ses amis décident, elles, de rester encore un peu. Susanna sort donc sur le trottoir et ses amis ne la reverront plus. Viveka ajoute que ses amis ont reçu un dernier appel de Susanna à 5h du matin. Un appel plutôt alarmant. Elle dit que je suis dans un taxi, mais c'est un peu bizarre, mais je rentre bientôt. Je suis en route. Et bien sûr, nous, je pensais qu'elle était enfermée quelque part, qu'elle a été kidnappée. Quand l'amie de Susanna contacte la police, cela ne fait que 6 heures qu'elle n'a plus de nouvelles de la jeune Suédoise. C'est trop peu pour déclarer officiellement la disparition inquiétante d'une personne majeure. On n'a pas compris, rien s'est passé. Hein. Ils ont dit non, mais elle a rencontré quelqu'un, elle est sortie avec, elle va revenir. Moi, je connais Sana beaucoup mieux que eux, par exemple. Alors, je ne vais pas à la police parce que je trouve que c'est drôle. J'y vais parce que je suis vraiment inquiétée. Et c'est là où je me suis dit, oh là là, ça ne marche pas. Et j'ai appelé une copine qui est avocate, qui est arrivée à mon secours. Et son père est procureur. C'est eux qui ont fait la démarche pour monter dans les échelles, pour montrer que c'était sérieux. Le lendemain, le dossier Susanna passe du commissariat de quartier au service de recherche des personnes disparues, la BRDP. La BRDP saisit l'opérateur téléphonique de Susanna. Qu'est-ce que les policiers apprennent en étudiant son téléphone ? Ils apprennent qu'elle est montée à bord d'une voiture. Elle est sortie de la boîte de nuit La Scala à 4h30. Elle est montée dans une voiture et voilà la direction qu'elle aurait dû prendre normalement pour rentrer chez elle dans le 18e arrondissement. C'est le trajet en bleu. Or, à 4h50, son téléphone borne et il borne ici, boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire à l'opposé de la direction qu'elle devrait prendre. Elle téléphone à un ami, mais cet ami ne répond pas. 1 minute plus tard, elle est aux Invalides, près de la maison de la chimie. Elle téléphone à un copain qui est en Italie et qui dira plus tard aux enquêteurs « J'ai pas compris ce qu'elle me racontait, j'ai l'impression qu'elle avait bu ». Point suivant, 4h56. Elle est à la gare Saint-Lazare, elle retourne un peu en direction de chez elle, donc on peut imaginer que le véhicule la ramène à son domicile, mais pas du tout, puisque à 5h02, elle est dans le 17e avenue Niel. Elle repart à l'opposé de chez elle. Là, elle appelle son amie Vera, celle qui est venue lui rendre visite depuis la Suède. Ça dure 50 secondes et elle lui dit « Je suis à bord d'un taxi bizarre ». À partir de là, les choses s'accélèrent. La voiture prend le périphérique. L'A1, direction le nord de Paris. Susanna essaie de passer encore 2 coups de fil à des copains qui ne répondent pas. À partir de là, son téléphone s'éteint et on n'a plus aucune nouvelle de Susanna. Quand la BRDP
tombe sur la découverte de cadavres signalés par les gendarmes en forêt de Chantilly. Le service transmet aussitôt au major une photo de la jeune Suédoise, un selfie que l'étudiante a pris avec ses amis 2 heures avant sa disparition. On avait donc la tenue vestimentaire, la description exacte de la victime, et effectivement, il était fort probable qu'il s'agissait de Susanna, que le corps découvert était celui de Susanna. Elle avait un foulard dont les motifs rouges et noirs semblaient correspondre. Elle avait un blouson noir à fermeture qui semblait correspondre à des lambeaux de vêtements retrouvés, les yeux bleus. Le physique, tout semblait correspondre. C'est désormais confirmé, le corps retrouvé samedi en forêt de Chantilly dans l'Oise est bien celui d'une jeune Suédoise. Il s'agit de Susanna, âgée de 19 ans. Vendredi soir, la jeune femme sort avec des amis dans cette discothèque parisienne, en plein cœur de la capitale. Des témoins la voient partir vers 5 heures du matin et se diriger vers une station de taxi. Ce qui est révoltant dans cette histoire, c'est qu'on s'aperçoit par la suite qu'à 15 minutes près, Susanna serait repartie avec ses amis, puisqu'elles ont décidé 15 minutes plus tard de repartir. Il ne lui serait rien arrivé. À 15 minutes près. C'est irréel. C'est ce qui s'est passé, c'est irréel. On est dans un mauvais endroit, dans un mauvais temps. Au début, on pensait, si elle avait fait ça, moi j'avais fait ça, etc., ça n'aurait pas arrivé, etc. Mais après, on ne peut pas. Ça mène à rien, ça, parce que. Christian Flech, à l'époque, vous êtes le patron du fameux 36 quai des Orfèvres. Pourquoi le procureur dessaisit-il les gendarmes au profit de la crime ? À partir du moment où on a pu établir que le cadavre retrouvé dans l'Oise était bien la personne qui avait disparu dans Paris, il était plus cohérent qu'un seul service soit saisi. Et c'est le service qui avait la première disparition qui s'en est occupé. C'est une histoire de compétence territoriale et de bonne administration de la justice qui est le critère qui permet à un parquet général de se dessaisir au profit d'un autre. C'est une affaire sensible. La jeune femme est suédoise, le Quai d'Orsay doit suivre le dossier. Ça vous met la pression, ça ? L'affaire, elle est sensible dans la mesure où c'est une jeune femme qui n'a pas 20 ans, qui va en boîte de nuit au centre de Paris et qui disparaît. Et elle est sensible dans la mesure où elle fait beaucoup d'écho dans la presse suédoise, d'abord, et ensuite dans la presse nationale française. Les parents de Susanna arrivent de Suède. On va accueillir la famille, la mère évidemment effondrée, qui d'ailleurs le jour même a fait un malaise, a été hospitalisée, que l'on a été voir à l'hôpital. La maman va nous dire que sa fille a déjà effectué des séjours à Paris, qu'elle maîtrise le français, et elle va nous apporter une description qui va être à peu près similaire à celle de ses amis, à savoir une jeune fille équilibrée, vive, intelligente. Susanna croquait sa liberté d'étudiante étrangère avec sa meilleure amie suédoise. Elle a un mode de vie classique, typique d'une étudiante de son âge et qui viendrait à Paris pour étudier le français et découvrir la vie parisienne. Elle rigolait beaucoup le soir avant de sortir et tout ça. Et parfois, j'étais obligée d'envoyer un texto en disant que maintenant, je vais dormir. Et après, elle sortait. Susanna n'était pas une jeune fille frivole, elle n'était pas influençable, elle avait la tête sur les épaules, elle était sérieuse, tout en sachant évidemment s'amuser comme une jeune fille tout à fait normale de 19 ans. Elle n'aurait pas suivi n'importe qui, dans n'importe quelles conditions. Rien n'explique, dans ses relations et dans les contacts et ses fréquentations, qu'on ait pu la retrouver assassinée de la sorte. Vous faites l'entourage de la jeune femme.
Est-ce qu'elle avait des fréquentations louches à Paris? Non, elle avait la vie d'une jeune femme étrangère qui était venue faire des cours de civilisation française en France et qui avait prolongé son séjour. Elle avait trouvé un emploi dans un magasin pour subvenir à ses besoins et elle sortait, comme beaucoup de jeunes, le week-end. Mais elle n'avait pas d'amis inquiétants? Elle n'avait rien dans son entourage qui nous permettait de faire un lien sur un enlèvement parmi les proches. Elle était quand même particulièrement jolie. Est-ce qu'elle s'est fait draguer un peu lourdement dans cette boîte de nuit? Elle était avec ses amis, et ses amis ne nous ont rien rapporté qui aurait pu laisser penser que quelqu'un avait pu l'attendre à la sortie après l'avoir rencontrée à l'intérieur. J'imagine que vous faites la tournée des compagnies de taxi pour savoir s'il y a une voiture qui l'a chargée. On fait la tournée des compagnies officielles de taxi. Et on n'a pas de taxi qu'on puisse identifier qui ait pris une jeune femme pour l'emmener à son domicile de l'époque dans le 18e arrondissement. La première information intéressante provient des réquisitions sur les cartes bancaires. On s'est aperçu très vite qu'il y avait une utilisation de 2 de ces cartes bancaires durant la nuit. 2 tentatives de retrait avaient été effectuées et 2 retraits effectifs. 2 fois dans un distributeur à la BNP de Senlis, à 6h02 et 6h03. 1 fois dans un distributeur BNP de Chantilly à 6h46. Et la dernière fois dans un distributeur de Luzarches à 6h59. 2 retraits donc, 100 € à Senlis et 200 € à Luzarches. Donc à proximité même, à 7 km du lieu où avait été découvert le cadavre de Sanaa Zetterberg. Ce qui est essentiel, c'est que la caméra de vidéosurveillance du distributeur automatique de Senlis a fonctionné. Le film est pris de hauteur et de profil, mais on voit l'auteur du retrait qui s'avance vers le distributeur. On y voit un homme de 40, 50 ans et qui se masque en partie le visage avec une écharpe blanche. Il est un peu bedonnant. Il a une tenue vestimentaire particulière, une veste plutôt 3/4, en cuir ou semi-cuir. Et il a une casquette qui a une forme particulière, avec une petite visière, mais pointue vers le haut, avec 4 pans comme cousus. On remarque qu'il a des mains boudinées. Avec le reflet, on a l'impression qu'il y a une différence de couleur entre une main et l'autre. On a même l'impression que ça pourrait être une prothèse. C'était le seul indice palpable sur l'auteur des faits qu'on avait. Tandis que des policiers travaillent sur l'entourage de Susanna, sa téléphonie, sa carte bancaire, d'autres font le tour de la boîte de nuit. Ses habitués, son voisinage, tout y passe. Et un chauffeur de taxi qui stationnait devant la Scala vers 4h20 du matin se souvient d'un détail. Différentes personnes sont venues le voir pour savoir s'il accepterait de les prendre en charge, notamment une jeune fille blonde, grande, mince, qui s'exprimait avec un accent étranger, qui avait une élocution un peu difficile, comme si elle était en état d'ébriété. Et qu'il avait dû refuser la course, la prise en charge, parce que lui-même attendait déjà quelqu'un. Les policiers lui présentent une photo de Susanna. Elle ressemble à la jeune fille qui m'a demandé si j'étais libre. Dans le même temps, il voit arriver face à lui un véhicule monospace de couleur blanche. Il n'y prête pas particulièrement attention. Quelques instants plus tard, il regarde à nouveau devant lui. Le véhicule monospace blanc a disparu. La jeune fille n'est plus sur le trottoir. Un monospace blanc. Et il ajoute un détail primordial. Ce n'était pas un taxi, car il n'avait pas d'horodateur à l'arrière. Et donc c'est cet élément déterminant qui nous a permis d'orienter très rapidement l'enquête. Ce monospace blanc, ce n'est pas un vrai taxi, c'est ce qu'on appelle un clandestin. On peut penser effectivement à un taxi clandestin, comme ça se développe à ce moment-là dans la région parisienne.
Et là, dans l'organisation de la préfecture de police, il y a un service qui est spécialisé dans la réglementation des taxis et qui fait toute la répression autour des faux taxis. Et c'est vers ce service qu'on appelle les bourgs ou les boers qu'on s'est tourné pour avoir des éléments sur des éventuels chauffeurs de taxi interpellés en infraction devant la Scala ou ailleurs. Les hommes de la brigade criminelle interrogent le chef de l'unité des boers. Des taxis clandestins ont-ils leurs habitudes aux abords de la Scala, rue de Rivoli à Paris ? On a peu de noms vraiment à donner à nos homologues de la brigade criminelle, mais effectivement, nous ressortons 2-3 noms de personnes que nous avons interpellées à cet endroit précis. Et lorsque cette photo apparaît en fait sur mon ordinateur, ça sort vraiment instantanément de ma bouche. Je dis ça, c'est Bruno Chollet. C'est lui, pour moi, c'est une certitude quand la photo apparaît. Bruno Chollet. Pierre Pipéry est formel, il le connaît bien, il l'a auditionné en garde à vue très récemment. Bruno Chollet, c'est une personne que l'on avait interpellée plusieurs fois, que l'on connaît du secteur. Alors essentiellement, il était un secteur plutôt Gare du Nord, que l'on voyait en permanence. Et ce fameux pull qu'il porte en permanence sur lui, avec ce grand col, il y a des points qui marquent des individus. Et là, ça en fait partie. Et puis la posture sur cette photo, la posture qu'il a avec la tête un peu baissée, voilà, ça a parlé de suite, quoi. Les boers préviennent le 36. Ils sont tombés sur un sacré client. 3 mois avant l'affaire Susanna, les boers l'ont topé lors d'une maraude dans le 10e arrondissement. Au moment où on passe devant la gare du Nord, je reconnais Bruno Chollet, je reconnais la Laguna et je vois une cliente qui monte dans le véhicule. Le boer tient son flagrant délit, mais il se méfie de ce chauffeur clandestin. Alors avec Chollet, c'est vrai que j'avais toujours peur que ça se passe mal parce qu'on savait qu'il avait une grosse cicatrice suite à une bagarre de couteau. D'office, je leur ai dit à mes 2 collègues, faites attention, il est dangereux. Et arrivé au niveau de l'église Notre-Dame de Lorette, il était bloqué par un feu rouge. On décide de l'interpeller. Et là, il monte sur le trottoir et il prend la fuite. Et il se retrouve de nouveau bloqué à un autre feu. Il essaye de se dégager. Il tape légèrement dans un taxi. Il renverse un scooter. À ce moment-là, il saute de sa voiture. Il prend la fuite. Il abandonne la voiture et la cliente. J'ai pas compris pourquoi il prenait la fuite, puisqu'il sait qu'il est complètement grillé et qu'on sait que c'est lui. Il aggrave son cas. Moi, je pense, j'ai l'intuition qu'il avait une arme sur lui. Bruno Chollet s'est finalement rendu 1 heure plus tard. Les boers mettent en garde leurs collègues du 36. Le type est coriace et il a un beau pédigré. Effectivement, un suspect qui a un profil idéal, sachant que c'est un homme qui a un lourd passé judiciaire. 1, 2, 3, 4, 5 pages de casier judiciaire à 51 ans. Vol avec violence, vol à main armée, tentative d'évasion, enlèvement, viol. Il avait été condamné tôt pour viol alors qu'il avait 19 ans. En 78, Chollet écope de 6 ans de prison pour enlèvement suivi de viol, extorsion de fonds et vol avec violence. À sa sortie 5 ans plus tard, il récidive. Il va faire l'objet d'une 2e condamnation criminelle pour 2 faits de viol. L'un commis sur une toute jeune fille de 21 ans et l'autre sur une enfant de 12 ans. En décembre 1983, Chollet en est à son 3e viol, dont 2 viols ont été commis avec une arme de poing. C'est dire la dangerosité qu'il représente. Chollet écope de 18 ans de prison. En avril 2008, au moment de l'assassinat de Susanna Zetterberg, Chollet a passé près de la moitié de sa vie en prison. Mais ça fait tout de même 9 ans qu'il est libre.
Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces affaires de viol et le meurtre de Susanna ? Notre suspect, celui qui va être l'objet de toute notre attention, il a été déjà interpellé par les services de police pour des enlèvements où il a conduit les jeunes filles dans les forêts. Les jeunes filles ont été liées aussi les mains dans le dos et on a des utilisations d'armes à feu. Et d'ailleurs, sa dernière condamnation, c'est une détention d'armes et qui lui vaut d'ailleurs d'être sous contrôle judiciaire au moment où on s'intéresse à lui. Chez les Boers, le 36 glane une dernière information capitale. À vouloir donner plus d'éléments à nos collègues, j'appelle mon homologue direct de l'aéroport de Roissy, parce que chez nous, vous savez, les taxis clandestins, lorsqu'ils sont trop interpellés à Paris, ils vont à Roissy. Et qu'ils sont trop interpellés à Roissy, ils descendent à Paris. J'appelle mon homologue à Roissy et je lui demande justement s'il a vu ces derniers temps Bruno Chollet. Mes collègues me disent il a été interpellé début avril chez nous. Il recherche dans ses archives et il me donne justement la marque et la couleur du véhicule qu'il utilisait à ce moment-là. Et en l'occurrence, c'était un monospace de couleur blanc. On a un nom, effectivement, un suspect qui a un profil idéal. Donc on a tous les éléments réunis qui nous permettent quand même d'orienter grandement l'enquête sur ce monsieur. Il va falloir travailler encore sur lui, sur sa téléphonie, sur ses comptes bancaires. On s'aperçoit bien évidemment que dans la nuit des faits, son portable est coupé pendant la période de l'enlèvement. Chollet éteint son téléphone dès 22h11 alors qu'il se trouve au niveau des Champs-Élysées. Et curieusement, l'appareil ne déclenche aucune cellule pendant la nuit. Il n'est rallumé que le lendemain, le samedi matin, à 9h56. En fin d'après-midi, les réquisitions de la carte bleue de Bruno Chollet tombent. Le matin de la mort de Susanna, il a réglé un parking d'hôtel porte de Clichy pour un montant de 9 €. Une équipe va se rendre immédiatement sur place, va interroger les personnels de l'hôtel. On va s'apercevoir que M. Bruno Chollet apparaît clairement le samedi matin, qu'il a réservé d'ailleurs une chambre à son nom, qu'il a présenté sa propre pièce d'identité pour réserver la chambre. Là encore, la caméra de vidéosurveillance a fonctionné et on a des clichés très nets de l'arrivée de Chollet au volant de son véhicule monospace. Et on va voir l'arrivée à la réception de M. Bruno Chollet. Il porte un sac translucide en plastique. À l'intérieur, on aperçoit une masse verte. Et surtout, il est vêtu d'une veste 3/4 en cuir et d'une casquette très caractéristique, à petite visière, pointue vers le haut, avec 4 pans cousus. Casquette identique à celle de l'homme qui effectue des retraits au distributeur automatique de Senlis. C'est énorme. C'est énorme. Grâce à cette mobilisation, on va arriver effectivement en très peu de temps à avoir ces résultats-là. Alors évidemment, il y a aussi la chance qui joue, parce que dans les enquêtes criminelles, il y a aussi la chance. Mais il faut la provoquer, aller au-devant et très rapidement gratter, comme on dit dans notre jargon, sur les éléments que l'on a pour avancer. On a beaucoup de satisfaction de se dire qu'on a un suspect et qu'il faut maintenant qu'on accumule les preuves pour qu'il puisse être condamné et mis hors d'état de nuire. Vous décidez de l'interpeller ? On décide de poser les choses sur la table, c'est-à-dire que d'un côté, on peut aller l'interpeller avec les éléments qu'on a. On peut aussi se dire qu'on passe à côté d'éventuels complices et aussi on n'a pas grand-chose à espérer de sa coopération pour nous dire comment ça s'est passé. Et ensuite, on peut décider d'attendre, de le suivre et d'accumuler encore d'autres éléments. Donc on décide d'attendre. Donc la brigade criminelle sollicite la brigade de recherche et d'intervention, avec qui il travaille quotidiennement, pour suivre 24 heures sur 24 ce suspect, pour regarder ce qu'il fait, voir son comportement et regarder les relations qu'il peut avoir. Enfin, c'est risqué. Vous ne craignez pas qu'il vous file entre les doigts ? Si, bien sûr, il y a un risque. Mais le risque, il faut l'assumer. Et dans la mesure où le contexte, comme vous l'avez rappelé, le contexte est un peu tendu, on me sollicite, j'ai validé. Le tout, c'est qu'il ne fallait pas qu'on le perde de vue. On a une photographie, on a une adresse, on a un type de véhicule, une immatriculation.
Donc on fait une vérif au domicile qui est négative, on ne repère pas son véhicule à proximité dans les rues avoisinantes. Donc en fait on reporte le dispositif sur la gare du Nord dont on sait qu'il fréquente assidûment le quartier. Quand on arrive sur place aux alentours de 19h, on repère son véhicule qui est garé rue de Dunkerque et on identifie formellement le conducteur de ce Ford Galaxy comme étant Bruno Chollet d'après les photographies qu'on nous avait communiquées. Une dizaine de policiers quadrillent le terrain. Le but du jeu, c'était de se fondre vraiment dans la foule. Voilà, la gare du Nord, c'est assez commode parce qu'il y a beaucoup de passages. En revanche, effectivement, on a souvent la vue masquée par des véhicules ou par des piétons. Là, on l'a vu aller dans un café, on l'a vu donc charger un client, gare du Nord, et donc ensuite l'emmener dans le 14e arrondissement. On nous rapporte qu'effectivement, il sort, il fait quelques courses, il rencontre quelques personnes. Dans les débuts, dans les premières 24 heures, il n'y a rien d'intéressant. La surveillance continue le lendemain. Là encore, rien d'anormal. Jusqu'au début d'après-midi, quand Chollet quitte son appartement du 10e arrondissement. À 14h30, il entre dans un magasin de bricolage. Il va effectuer un achat dans ce magasin qui est situé près des Champs-Élysées. Et le fonctionnaire de police se précipite après la sortie de Chollet du magasin. Il va voir la caissière pour savoir qu'est-ce qu'il a acheté. Et il apprend qu'il a acheté une petite pelle de jardin à manche en bois de couleur bleue. Et là, pour nous, évidemment, chacun a le droit d'acheter une pelle de jardin, surtout s'il a un jardin. En l'espèce, ce n'était pas le cas de Bruno Chollet. Et vu le contexte, bien évidemment, on ne pense qu'à une chose, c'est le fait d'utiliser la pelle de jardin pour enterrer ou déterrer quelque chose. 20 minutes plus tard, Chollet se gare dans le bois de Boulogne. À ce moment-là, il va progresser à pied le long de l'allée de Longchamp, en regardant à droite à gauche et en pénétrant dans une petite allée du sous-bois. Et Bruno Chollet va, avec moult hésitations, revenir sur ses pas, progresser dans ce sous-bois, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Et à un moment donné, il disparaît complètement de la vue des collègues. Et en fait, en se replaçant, ils arrivent à entrevoir qu'il est en train de s'affairer au sol. Sept minutes plus tard, un enquêteur verra Bruno Chollet revenir vers sa voiture et déposer une espèce de paquet dans le coffre en ayant soulevé le haillon arrière. Que fait-il? Que cache-t-il? Il y a des choses qu'on n'avait pas retrouvées sur la victime quand elle avait été découverte. Donc effectivement, ça peut être des éléments d'enquête très très importants pour la brigade criminelle. Donc là, effectivement, on a la pression qui monte d'un cran. On décide d'emblée, ventre à terre, de se rendre auprès des collègues de la BRI. Il y a une émotion extrêmement profonde et tous les collègues vibrent évidemment à ce moment-là, puisque c'est un moment extrêmement intense. Chollet quitte le bois de Boulogne, direction l'ouest parisien. On avait la possibilité encore de le suivre, on allait s'éloigner, on ne savait absolument pas dans quelle direction il allait se rendre, mais on a jugé nécessaire, vu les circonstances, de procéder à son interpellation. On a quand même une victime qui a quand même été abattue de plusieurs coups de feu, donc on sait que l'individu est armé. Donc là, effectivement, comme les véhicules, la filature était assez étalée, il a fallu regrouper les véhicules pour rapprocher suffisamment de monde au bon moment pour procéder à l'interpellation en toute sécurité. Mon véhicule est garé donc, juste derrière le sien, donc en fait, je progresse le long de sa voiture comme ça, donc arme à la main, donc depuis l'arrière gauche de la voiture vers la portière conducteur, et en fait, à un moment donné, je croise son regard dans le rétroviseur. Il a un regard qui est très très froid. Je me rappelle s'il avait ses lunettes sur le nez, il me regarde comme ça, mais d'un calme, mais vraiment glaçant. Il n'a pas bronché, il n'a pas eu de mouvement de tête droite et de gauche, chercher à s'échapper à droite ou à gauche. Il n'est pas du tout paniqué. Ça m'a donné l'impression qu'il n'est même pas monté en pulsation cardiaque. Il laisse ses mains en évidence, il ne bouge pas un sourcil. C'était assez troublant sur le moment, parce qu'effectivement, soit il était armé, il y avait quelque chose de piégeux pour nous, jusqu'au dernier moment, on s'est dit que ça pouvait mal se passer, parce que le gars était vraiment très très calme, comme s'il nous attendait.
On l'informe qu'il est placé en garde à vue, on l'informe de ses droits, et lui nous dit rien. Voilà. Enfin, en gros, il nous dit, oui, voilà, qu'est-ce que vous me voulez, mais vraiment, mais extrêmement calme. On pousse un grand ouf de soulagement quand on voit qu'avec les éléments qu'on trouve dans le coffre de la voiture, on a des preuves qui sont là maintenant des preuves formelles de son implication dans le meurtre de cette malheureuse Suédoise. Et donc il y a quoi dans ce coffre ? Dans ce coffre, il y a la pelle dont il s'est servi, il y a un coffret qui contient une arme, l'arme est chambrée, il y a un chargeur qui est approvisionné, il manque des cartouches. Ensuite, il y a des gants, il y a des menottes. Il y a un sac en plastique et il y a dessus la mention Susanna 377. Susanna, le prénom de la victime, 377. C'était pour nous une énigme, mais ça la reste encore un tout petit peu. Et si c'est le nombre de mètres entre la route et l'endroit où il a... On a cherché, la brigade criminelle s'est beaucoup creusé la tête et a beaucoup cherché pour trouver une cohérence dans ces chiffres. Est-ce que c'est en mètres? Est-ce que c'est en millimètres? Est-ce que c'est une position par rapport à la route, par rapport à un arbre, puisque c'est l'endroit où on a retrouvé dans le bois de Boulogne et on n'a pas d'interprétation vraiment cohérente. Et pourquoi, à ce moment-là, enterrer le repère qui permet de retrouver le sac? Moi, j'ai été reçue à ce moment-là au 36. Ils ont bien voulu me présenter leur enquête, ce qui n'est pas toujours le cas aussi facilement. Ils étaient heureux, il y avait une sorte même d'euphorie de liesse au 36 quai des Orfèvres parce que tout a marché. La filature, il n'y a pas une plus belle filature qu'une filature d'un criminel qui va déterrer l'arme de son crime. On ne peut pas espérer mieux. C'était une des rares affaires où j'avais vraiment l'impression de vivre un film policier, d'être acteur dans un film policier, tellement les conditions de l'interpellation et de la découverte de l'arme étaient extraordinaires. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Un homme d'une cinquantaine d'années est toujours en garde à vue à la brigade criminelle de Paris. Il fait pour le moment figure de suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de la jeune étudiante suédoise. 19h30 hier, les policiers le ramènent à son domicile parisien, le temps de la perquisition. La police scientifique fouille l'appartement à la recherche d'indices. 4 heures plus tard, les enquêteurs repartent, les bras chargés. On ne retrouvera jamais en perquisition sa casquette, ni son écharpe blanche, et c'est des chaussures qu'on ne retrouvera pas non plus. Évidemment, il a quand même un petit peu préparé sa défense au cas où il risquait d'être interpellé. Chollet, dès le début, dit qu'il ne comprend pas, qu'il n'a rien à voir en tout cas avec les faits dont il lui est donné connaissance. C'est quelqu'un qui a vécu déjà des interpellations, qui a commis des faits importants, graves, qui a été incarcéré et qui n'a rien à perdre. Les hommes du 36 ne lui laissent aucun répit. On l'a interrogé dans la soirée, dans la nuit, à plusieurs reprises. On lui a guère laissé le temps de se reposer, mais c'était le but aussi, c'est de faire pression, d'utiliser tous les artifices et tous les éléments en notre possession, légaux bien entendu, pour essayer de lui faire admettre les faits. Et à un moment dans la nuit, au niveau de la tension qui règne au moment de l'interrogatoire, de son comportement, de ses réponses, même s'il est peu loquace, on s'est dit à un moment il va basculer, ça y est, il va y venir. Mais non. C'est un homme qui évidemment se retranchait dans le silence parce que c'était sa seule arme de défense. C'est une attitude qui évidemment est très facile. Vous restez emmuré dans le silence, vous restez imperturbable, donc tout ce qui peut vous être dit ou vous être reproché glisse sur vous complètement. Et c'est le cas, c'est plus facile que de se lancer dans des explications. Mais évidemment pour l'enquêteur, c'est une frustration importante parce que vous n'aboutissez pas. Même confronté aux nombreux éléments de preuve, même devant la photo de la vidéosurveillance de la banque, Chollet ne flanche pas. Il sera jusqu'au bout dans le déni plus total. Il va répondre à chaque fois oui, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Et le bois de Boulogne, qu'est-ce qu'il y faisait? Lorsque Bruno Chollet est coincé, il nie les évidences. Dans une espèce de pensée magique, eh bien, finalement, il indique non, vous vous trompez.
Je me suis simplement arrêté pour uriner. Et d'ailleurs, quand on lui dira « mais vous aviez des gants latex, pourquoi ?» Il dit simplement « parce que quand j'ai besoin de m'arrêter pour uriner, comme je suis quelqu'un de très propre, j'utilise des gants en latex pour uriner. » Et quand on lui oppose qu'il a passé énormément de temps dans ce sous-bois, là, dans un premier temps, il se mure dans le silence, puis dans un deuxième temps, il va partir dans la théorie de la machination policière. Chollet est acculé, mais il ne se démonte pas. Les éléments de preuve, il les récuse un à un. Chollet, tout de suite, dit « l'appel, elle n'y était pas hier soir lorsque j'ai été interpellé. Le sac, je ne l'ai jamais vu, il ne s'est jamais trouvé dans mon véhicule. Quand je me suis fait arrêter, je n'avais pas d'arme dans la voiture. Vous ne trouverez ni mes empreintes, ni mon ADN sur cette arme, parce qu'elle ne m'appartient pas. » Il sous-entend que c'est la police qui a placé ces éléments à l'intérieur de son véhicule pour le faire accuser, à tort, du meurtre de Susanna Zetterberg. J'ai l'impression qu'on avait affaire à un roc, à un homme qui paraissait totalement insensible, qui n'a eu absolument à aucun moment de la compassion à l'égard de la victime, à l'égard de la famille. Malgré une enquête éclair et des preuves matérielles irréfutables, vos hommes n'arrivent pas à le faire craquer. Est-ce que c'est décevant, ça ? D'abord, l'objectif n'est pas de faire craquer les gens. L'objectif, c'est de montrer les éléments de preuve et de susciter les réactions. Voilà. Lui ne souhaitait pas s'expliquer sur un certain nombre d'évidences. Ça prouve tout simplement que c'est un vieux cheval de retour, comme on dit, qui a été condamné, qui a fait des années de prison et qui pensait que là, il allait s'en sortir parce qu'il avait pris ses précautions, ce qui veut dire qu'il avait déjà préparé les choses avant d'attendre un samedi soir devant la Scala qu'une jeune blonde sorte. Ces aveux n'étaient pas nécessaires. Ces aveux étaient nécessaires pour nous et pour sans doute la famille pour essayer de comprendre quels ont été les derniers instants de la victime. Mais on est convaincu que c'était bien lui. Et le fait qu'il nie, c'est plutôt, ça lui donne un côté encore plus désagréable, ça lui permet d'aborder de façon plus défavorable la justice. Bruno Chollet, le meurtrier présumé de la jeune Suédoise, quitte le palais de justice de Paris hier soir. Il vient d'être placé en détention, poursuivi notamment pour enlèvement et séquestration suivi de mort, le tout en récidive légale. Dès l'arrestation de Bruno Chollet, son image est présentée par les médias comme un peu celle du monstre opposé à cette jeune fille blonde, pleine de vie, souriante, innocente. C'est un nom qui est évidemment tout à fait inconnu du grand public et a fortiori de la famille de Susanna. Et là, ce que l'on découvre les uns et les autres est, je dois dire, assez perturbant, pour ne pas dire effrayant. Bruno C., 51 ans, est un dangereux multirécidiviste, décrit comme un maniaque sexuel. Il a été condamné à maintes reprises pour des faits de violence, des vols et plusieurs viols, mais jamais encore pour meurtre. Ce matin, sa mère avait encore du mal à y croire. Je pense que c'est pas ça. Mais si vraiment c'était lui, moi je le renie, je ne veux plus entendre parler. Si c'est ça, c'est tout. Alors c'est fini. Alors s'il a fait un truc comme ça, c'est terminé. Après les policiers, après la presse, c'est au tour du juge d'instruction de traiter le cas Chollet. Et elle découvre alors le passé d'un criminel aguerri, et notamment cette année 83, où Chollet s'est particulièrement distingué. C'est une histoire qui commence par la fin. Le 8 décembre 83, la PJ de Versailles interpelle Bruno Chollet. Au départ, Bruno Chollet est arrêté pour une affaire anodine de vol de carburant. Mais les policiers découvrent du sang dans sa voiture et font le rapprochement avec une affaire beaucoup plus grave. Le lien est fait avec le viol sur une jeune de 12 ans. C'était la veille de son arrestation. Chollet a abordé l'adolescente alors qu'elle rentrait de son cours de tennis. Il l'oblige à monter dans son véhicule. Il la menace immédiatement d'une arme, en lui disant que si elle crie, si elle se défend, si elle se débat, elle ne reverra plus jamais sa mère. Et il l'emmène dans un bois, situé entre Senlis et Chantilly, où il va la violer
de toutes les façons que l'on peut imaginer, provoquant une hémorragie massive. Affolé, Scholler accompagne la jeune fille chez elle. Mais quand le père la voit arriver avec un inconnu, il comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il les prend en chasse. La course-poursuite a duré sur 25 km et on voit vraiment quelqu'un qui est vraiment dans un passage à l'acte déterminé. Cholet est freiné dans sa fuite par un accident, mais cela ne l'arrête pas. Il vole un véhicule et il disparaît. Le père de la fillette perd leurs traces. Il va ensuite déposer sa victime devant un hôpital. Alors que les policiers versaillais confondent Cholet pour ce viol, il rapproche son mode opératoire de 2 autres affaires en cours. Immédiatement, l'enquête prend de l'ampleur, puisque 2 autres affaires criminelles, un braquage et un viol sur une personne majeure, des 2 affaires non élucidées, le lien est fait grâce au signalement. Selon les victimes, le braqueur comme le violeur ressemble à la star de l'époque, Michel Sardou. Et le portrait robot correspond trait pour trait à Bruno Cholet. Il est aussi trahi par une paire de lunettes correctrices qu'il a perdues dans sa fuite. C'est une description avec des lunettes Ray-Ban et les investigations permettent de voir qu'il s'agit bien des verres portés par Bruno Cholet. Et c'est comme ça que ce dernier est confondu. Bruno Cholet avait chargé sa première victime dans sa voiture alors qu'elle faisait de l'autostop. Il arrive dans un bois où alors il exhibe un pistolet. Il braque la jeune femme, l'oblige à se déshabiller entièrement. Et puis là, il la viole, non sans promener le canon de l'arme sur sa nuque. Il abandonne la jeune femme dans le bois, entièrement nue, en emportant ses vêtements et en prenant la précaution de lui attacher les mains dans le dos avec une écharpe. Arrêté après 10 mois de traque, Cholet passe aux aveux. Je reconnais ces infractions. Je regrette tout particulièrement le viol de la mineure de moins de 15 ans. Pour les 2 viols, Cholet n'a pas du tout paniqué. Tout s'est déroulé avec un sang-froid inimaginable. À aucun moment il ne perd ses moyens. Il est toujours sûr de lui. Cholet repart en prison, mais il supporte mal cette nouvelle détention. Alors il écrit à tout le monde, tout le temps. Oui, d'abord il écrit à ses parents, c'est normal, mais il écrit aussi à son juge d'instruction, il écrit à son avocat, il écrit aux policiers, aux gendarmes, il écrit même au garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Et il se plaint, il ne supporte pas l'enfermement, il veut qu'on le laisse sortir de prison. Il est victime de la société, c'est toujours de la faute des autres, il n'a pas eu de chance depuis le début, pas de travail, pas de considération des autres, rien. Il ne parle que de lui, jamais des raisons qui font qu'il s'est retrouvé en prison, et il ne parle jamais de ses victimes. Et il fait des menaces. Si on ne le laisse pas sortir, eh bien, il va s'évader. Il va devenir le nouvel ennemi public numéro 1. Pire que Mérine, écrit-il. Il va semer la terreur. Il écrit qu'il trouvera de la jouissance à faire le mal, à faire souffrir les autres. Et il dit aussi, et ça c'est à l'attention des policiers et des gendarmes, que si on essaie de l'arrêter, il tirera le premier et qu'il fera couler le sang. 1 an après son interpellation, Cholet met sa menace à exécution. Il tente de se faire la malle lors d'un transfert. Je sors le premier, et puis là, hop, il fonce et il me vise à bout portant avec mon pistolet. Et là, je le vois, il appuie. Il s'acharne. Je le vois, il fait ça. Et il appuie. Et là, quand il se rend compte que ça part pas, il se baisse et il pose le pistolet à ses pieds. Et il joue les innocents en disant « Non, il n'y a rien. Oui, je crois, excusez-moi, rien. Non. »
Cholet est immédiatement ceinturé et reconduit en cellule. C'est un tueur. Ah oui, c'est un regard de tueur. Ah oui, il a voulu me tuer. Ça, c'est... Je vois là, face à moi encore, j'ai des cauchemars continuels. À l'époque, les psychiatres soulignent la dangerosité de Bruno Cholet. Cette affaire m'a marquée puisque les experts étaient extrêmement pessimistes sur l'avenir de Bruno Cholet, le décrivant comme quelqu'un d'antisocial, avec des caractéristiques qu'on retrouve même dans des affaires de tueurs en série, c'est-à-dire manque d'empathie, incapable de se remettre en cause, dans la toute-puissance, qui n'a aucun remords finalement. Quand Cholet comparaît pour les 2 viols, il a 32 ans et rien ne semble l'impressionner. Cholet arrive à induire une électricité, n'est-ce pas, dans l'espace et qui est assez phénoménale, c'est vrai. Cholet donc, était irruptif, il y avait des fulgurances dans ses réponses, mais toujours avec la même source de difficulté. Celui qui ne connaissait pas la procédure, effectivement, recevait une salve de Cholet. Alors, un juré qui pose une question stupide, ça peut arriver. Une partie civile qui lit un procès-verbal en tronquant la partie la plus intéressante pour Cholet, c'est immédiatement l'incident. On voit que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, quoi. Il est froid, il est même un brin, je trouve un brin moqueur, un brin provocateur, on va dire. L'air de dire, vous pouvez me faire ce que vous voulez, me mettre en prison, vous me ferez pas de mal, quoi. Il a envoyé des lettres de félicitations immédiatement après des interventions à la cour d'assises. Ce qui est rare. Quand on posait une très bonne question, il faisait un mot en disant « Bravo, Madec, là, tu vois, ta question, c'est quand même 5 étoiles. » Si une question était moins bonne, il faisait la même lettre en sens inverse. Cholet écope de 18 ans de prison, dont 12 de sûreté. Souvent, pour avoir énormément de dossiers d'assises criminels, il y a quand même des perspectives pas forcément de réinsertion, mais d'espoir. Que là, on avait l'impression qu'à 30 ans, c'était un criminel. Et surtout, cette expertise laissait supposer un risque de récidive massif. Mais les experts psychiatres ont beau prévenir, le suivi de Bruno Cholet en prison est inexistant, ou presque. On l'a pas traité, on l'a mis à l'écart de la société. Il n'a jamais eu de véritable prise en charge en milieu carcéral. Et la succession de maisons d'arrêt, Bois d'Arcy, l'île de Ré, etc., prouve qu'il a été vraisemblablement toujours dans l'opposition et que donc il ne s'est pas véritablement remis en cause. Les années d'incarcération n'ont eu aucun effet. Il ne tient aucun compte de l'expérience vécue. Il ne tient aucun compte des sanctions qui lui ont été imposées, 6 ans, 20 ans, et effectivement, ces actes ne sont inspirés que par son désir de recherche de la satisfaction immédiate. Libéré en 1999, Cholet récidive donc en 2008. Quand vous acceptez la défense de Cholet en 2008, vous savez qu'il s'agit d'un multirécidiviste, un prédateur. Comment se passe votre première rencontre? Elle est assez étrange parce qu'il m'a écrit une lettre dans laquelle il dit « Je suis innocent, j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre ». Et j'ai par ailleurs la vision de ce dossier par les médias avec un portrait d'un homme terrifiant et puis de cette jeune femme avec ce visage incroyablement beau. C'est dans ces circonstances que j'arrive à Fleury-Mérogis et que je vois Bruno Cholet arriver avec ses 2 gros sacs remplis de ses dossiers, couverts de post-it, d'annotations, et me montre chacune des pièces. Et je me dis que quelqu'un comme lui, qui sort tous ces éléments, mérite d'être défendu. Comment se comporte-t-il pendant vos échanges? Il a soif de me convaincre. Et il est plutôt agréable et plutôt méticuleux dans ce qu'il dit. Il me parle de ce qu'il aurait aimé vivre
de la vie qu'il aurait rêvé d'avoir. Donc on s'échappe à ce moment-là de son dossier, de Fleury-Mérogis, en me racontant des épisodes de sa vie qu'il aurait aimé poursuivre. Il me dit, il a passé 6 mois au Canada, et j'ai l'impression que ces 6 mois passés au Canada sont peut-être parmi les moments les plus heureux de sa vie. Moi, je suis canadienne, et c'est vrai que je pense que ça a renforcé ce lien de confiance qu'on a créé au fur et à mesure de nos échanges. Et puis, il me parle d'autres moments de bonheur lorsqu'il écrit, parce qu'il écrit. Nos conversations, ce sont ces moments-là où on s'évade, on parle d'autre chose. Ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un monstre. Ah, pas du tout. Mais d'ailleurs, j'aime pas du tout cette terminologie de monstre. Je pense qu'il n'y a pas de monstre. Il y a des hommes qui commettent des actes monstrueux. Et justement, en le voyant, ça s'est vérifié. C'était un homme avec toute cette part d'humanité qui n'était pas du tout décrite. Et c'est cet homme-là que je vois. Un Cholet calme et conciliant avec son avocate, mais terriblement inquiétant pour ses passagères. Après son arrestation, les policiers recueillent des témoignages qui prouvent qu'en 2008, l'homme était à nouveau en chasse. Des jeunes femmes qui ont reconnu Cholet parce que sa photo a été diffusée dans la presse et qui vont se présenter au service de police pour témoigner. Et ce qu'elles racontent est effectivement terrifiant. Ça donne une idée de ce que Susanna a vécu à l'intérieur de ce faux taxi. Alors, elles sont montées, ces jeunes femmes, dans la voiture de Cholet. Elles ont toutes réussi à s'enfuir. Elles racontent toutes un Cholet agressif, haineux avec les policiers. L'une d'entre elles a eu tellement peur et a vu sa mort, elle s'est arraché des boules de cheveux qu'elle a cachées sous la banquette arrière de la voiture de Cholet en se disant « s'il m'arrive quelque chose, au moins on saura que je suis monté dans cette voiture ». Il y en a une autre qui va descendre de la voiture en marche. Est-ce que vous imaginez ça ? Elle a tellement peur qu'elle ouvre la portière et qu'elle se jette en dehors de cette voiture. Et les hommes du 36 comprennent qu'en arrêtant Cholet le 25 avril 2008, ils ont peut-être sauvé la vie d'une autre femme. Le soir du jour où Bruno Cholet va déterrer son arme, il a rendez-vous avec une jeune prostituée qui correspond en tout point à son idéal féminin, qui ressemble énormément à Susanna Zetterberg, à savoir qu'elle est jeune, blonde et mince. Il a déjà eu un rapport tarifé avec elle et il a repris rendez-vous pour le soir du jour où il déterre l'arme. Avant de retrouver cette femme, Cholet avait donc sur lui des gants en latex, des menottes et son arme équipée du silencieux. Il y avait peut-être une victime potentielle. Les policiers replongent aussi dans le passé de Bruno Cholet. Apparemment, entre novembre 1999 et avril 2008, il n'a commis aucun délit sexuel. Mais est-ce vraiment le cas ? Compte tenu de la personnalité de Cholet et compte tenu de ses passages à l'acte, dans les dossiers précédents, les enquêteurs se sont posés pas mal de questions sur les affaires non résolues. Et on a su, par la police, que clairement son ADN avait été comparé à un certain nombre de cold cases d'affaires non résolues. Au moins 9 dossiers, notamment celui d'Estelle Mouzin et d'Élodie Kulig, vont être rapprochés de celui de Bruno Cholet. Sur quels éléments ? Les éléments qui se sont intéressés à Bruno Cholet dans ces diverses affaires, c'était parce qu'il s'agissait de jeunes femmes, souvent avec le même profil physique, qui avaient pris un taxi ou un faux taxi ou une voiture qui faisait du stop et qui se sont retrouvées au coin d'une allée ou au bord d'une forêt, soit assassinées, dont le corps aurait été brûlé, soit violé, mais toujours avec ce même modus operandi. Et qu'est-ce que ça donne ? Rien. Rien du tout. Il est mis hors de cause dans toutes ces procédures. Mais vu son profil, c'est peut-être normal qu'on s'intéresse à lui. Je pense que surtout, il faut faire une enquête fouillée. Il faut ne pas s'arrêter à un passé et à un modus operandi, d'autant qu'il est mis en cause. Il n'est pas du tout condamné. Il n'est pas condamné et il clame son innocence. Avec vous aussi, il prétend dur comme fer qu'il n'a pas tué Susanna Zetterberg ? Bien sûr. Il clamera toujours son innocence. Il me dira toujours qu'il est innocent.
Durant toute l'instruction, Chollet répète qu'il est innocent, qu'il n'a pas assassiné Susanna Zetterberg. Mais les expertises scientifiques de l'arme retrouvée dans le coffre de son monospace l'accablent. Expertise balistique et formelle, les projectiles, les étuis qui ont été tirés l'ont bien été par l'arme retrouvée dans le coffre de Chollet. Les expertises génétiques sont tout aussi catégoriques. Il y avait l'ADN, donc le sang de Susanna Zetterberg, retrouvé sur la crosse de l'arme et sur la mousse de la mallette qui hébergeait l'arme, en mélange avec l'ADN de Bruno Chollet. Mais ce même ADN en mélange dans des quantités moindres vont même se retrouver sur plusieurs pièces de l'arme, sur la culasse, sur la sûreté, sur la détente. Les tics ont même retrouvé du sang dans sa chambre d'hôtel. On pense qu'il a dû nettoyer l'arme avec des gants et souiller lui-même les différentes parties de l'arme qu'il nettoyait dans le lavabo. Et donc, à ce moment-là, l'ADN a dû se transporter sur les différentes pièces de l'arme. L'ADN est appelé la reine des preuves, mais là, l'arme dans le coffre de la voiture au moment de l'interpellation, supportant l'ADN et de l'auteur et de la victime, on fait rarement mieux en réalité dans une procédure. Et pourtant, face à tout ça, Bruno Chollet va persister à contester toute responsabilité dans les faits, expliquant qu'en réalité, ce sont les policiers qui ont placé dans le coffre de son véhicule l'arme et que ce sont eux qui ont ensuite placé sur cette arme, dont on se demande bien comment ils auraient pu la trouver, l'arme du crime, que ce sont eux ensuite qui ont placé son ADN et l'ADN de Susanna en mélange pour le faire accuser. J'accuse la police d'avoir mis en scène ce dossier. Parce que, dira-t-il par la suite, j'ai refusé de servir d'indicateur aux policiers dans des affaires de trafic de stupéfiants. Il s'agirait donc d'une vengeance des services de police pour le faire accuser à tort. C'est une explication qui est totalement grotesque. Et Chollet persiste et signe à chacun de ses rendez-vous avec le juge de la détention et de la liberté. Tout ça, c'est un complot policier. Il faut savoir que habituellement, ça se déroule sur une durée d'environ un quart d'heure. Pour Bruno Chollet, c'était très différent. Ça a été 3 quarts d'heure à chaque fois. Et j'ai vu un Bruno Chollet très sûr de lui, très à l'aise dans le débat et quasiment dans une posture de jouissance du fait de se trouver en possibilité de parler d'égal à égal avec un magistrat et de pouvoir être entendu lorsqu'il déroulait, bien entendu, sa théorie du complot, le fait qu'il était le victime d'une erreur judiciaire. Et là, vraiment, j'ai vu un Bruno Chollet dans un état de jouissance quasiment proche de la jouissance sexuelle, ce qui était pour moi très très surprenant. Est-ce que ça correspond au portrait qu'ont dressé de lui les experts psychiatres? Oui, complètement. Ça corrobore ce qu'ils disent. Chollet est un être égocentrique, narcissique, toujours dans la maîtrise. C'est un être dominateur qui est indifférent à la souffrance des autres, celle de ses victimes, dépourvu de tout sens moral et de toute empathie. En conclusion, disent les experts, c'est un homme qui présente une véritable perversion morale, sexuelle et sociale. Et je vous le résume en un mot, c'est un homme dangereux. Lorsque l'on explique ça à la famille de Susanna, ils ont assez tôt compris qu'il ne parlerait pas. Ils ont espéré longtemps, pendant l'instruction, qu'il allait peut-être livrer des débuts d'explication, quelque chose. Et en réalité, ils ont assez tôt compris qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de lui. Ce que j'attends,
c'est que l'assassin de Sanna aille en prison et qu'il n'en ressorte plus. Quand on me demande si je ressens de la haine, je réponds que je n'en ai plus. Je l'ai mise de côté. C'est ce que Sanna aurait voulu, que je ne ressente pas de haine. Tandis que la famille attend le procès dans le recueillement, la défense cherche ce qui pourrait sauver un homme que tout accable, à commencer par son déni. La thèse du complot policier, c'est quand même difficile à tenir comme défense. Moi, je n'ai jamais défendu le complot policier. Je n'ai pas plaidé une seule fois le complot policier. Mais il y a des zones d'ombre dans son dossier ? Bien sûr qu'il y a des zones d'ombre. Les caméras filment une Citroën blanche devant la Scala. Personne ne s'intéresse à cette Citroën blanche. Des témoins disent d'ailleurs qu'il y avait un lumineux. Mais personne ne s'intéresse. Hop, on balaye parce qu'il y a Cholet. Ensuite, qu'est-ce qu'on balaye d'autre ? On balaye les faux taxis. Les faux taxis, il y a une liste de faux taxis donnée par les Bauer. Et puis parmi cette liste, il y a 3 personnes qui ont un casier judiciaire. Ils tirent Bruno Cholet, et là, ils s'intéressent à lui, et tout le reste est balayé. Et puis aussi, le fait qu'on a des traces de pneus qui ont été moulées sur le lieu du crime, et qui ne vont pas être comparées aux pneus de Bruno Cholet. Il y a d'autres zones d'ombre, la manière dont on l'a filé, dont on l'a vu ou pas vu faire certaines choses. Mais enfin, on trouve quand même l'arme du crime dans son coffre. Alors voilà, pour l'arme du crime, Bruno Cholet est arrêté le 25 avril. On a un PV qui indique que les policiers font le tour de la voiture. Ils ouvrent les portes, ils ouvrent le coffre et ils énumèrent ce qu'ils voient dans la voiture. Mais ils ne voient aucun sac, pourtant assez grand, on le saura plus tard. Ils ne voient aucun sac, rien du tout. Le lendemain, le 26 avril, ils refont le tour de la voiture et là, ils voient ce gros sac plastique. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Je ne sous-entends rien, je sous-entends tout simplement que le 25 avril, on ne voit pas de sac plastique et que le 26, on en voit. Vous pensez que la police aurait intentionnellement mis l'arme dans la voiture de Cholet ? Non, moi je ne parle pas du tout de la police, je ne sais pas qui aurait pu mettre cette arme, je n'en sais rien. Mais quand je demande aux magistrats, je leur explique, ils ne veulent même pas enquêter, parce que c'est trop évident. Mais c'est une zone d'ombre. Ce face-à-face, les parents de Sanna l'attendent depuis 4 ans, 4 mois et 15 jours. Mais l'accusé Bruno Cholet a eu un malaise au bout d'1 heure d'audience. Il a été hospitalisé pour des examens de contrôle. Le procès est suspendu jusqu'à demain matin. Bruno Cholet est une personne totalement imprévisible et ingérable. On a fait l'impossible pour essayer de le cadrer, mais ça a été un travail dont on a vu l'absence de résultats lors de l'audience, puisqu'il est parti un peu dans tous les sens. 3 jours après cet incident, rebelote. Le procès démarre, mais l'accusé n'arrive pas dans le box. Donc, murmure, rumeur, attente, on essaie de comprendre ce qui se passe, et puis on finit par entendre la présidente qui dit « nu, il est nu ». Cholet ne veut pas s'habiller pour protester contre les conditions de sa détention lors de ce procès. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les audiences terminaient extrêmement tard le soir, et que donc Bruno Cholet regagnait sa prison le soir sans manger, sans se laver. Donc, en fait, il est quand même légitime à protester là-dedans. Mais en même temps, ce qui est fou avec lui, c'est qu'il le fait sous une forme qui le rend inaudible, qui plaide complètement contre son camp. Cette arrogance était, d'une certaine façon, un rôle qu'il jouait lui-même. Et c'est surtout, à mon avis, un homme qui a un énorme besoin de reconnaissance depuis sa petite enfance. Je crois que c'est ça qui lui a esquinté toute sa vie. Hier, il était malade, mais aujourd'hui, Bruno Cholet semblait en pleine forme. Trop peut-être pour la mère de Susanna Zetterberg. Questionné sur sa personnalité, le meurtrier présumé de sa fille s'est comparé, je cite, à un sac de patates placé dès la naissance. Un parcours d'écorché, difficile à entendre pour la famille de la victime. Il est né coupable parce que, incontestablement, il n'était pas désiré. Son père ne l'a jamais reconnu. Il est parti avant sa naissance.
La mère a toujours souffert de la présence de cet enfant, de telle sorte que dès le départ, il avait la culpabilité d'être un enfant dérangeant. Dès l'âge de 6 mois, Bruno Chollet est placé en pouponnière. Il alterne ensuite les séjours chez sa mère et les placements en foyer. Il est renvoyé de l'école maternelle, et ça c'est rarissime, pour que des pédagogues prennent la décision de renvoyer un enfant d'une structure qui est quand même normalement très contenante, très affectueuse. Et bien là, il s'est montré extrêmement réactif et extrêmement opposant, si bien qu'il a été renvoyé de la classe maternelle. À 7 ans, il fugue. Il quitte Paris pour Nice, en train, seul. C'est quand même un témoignage de ce que pouvait être cet enfant et cette enfance. Parce qu'un enfant de 7 ans qui a suffisamment de colère, de rage en lui et de perte de repères un petit peu pour partir et réussir à traverser toute la France comme ça, il n'y en a pas beaucoup et il faut quand même qu'il ait vécu des choses très particulières. L'enfance de Bruno Chollet est dramatique. Quand on voit son parcours d'enfance, on se rend compte qu'il a été sans arrêt enfermé de milieux pour enfants, d'hôpitaux, de centres pour enfants. On le plaçait dans des familles d'accueil, et puis hop, on le retirait. Et on le place dans une famille d'accueil où ça se passe bien, pour une fois. C'est une nourrice qu'il a peut-être même aimé. Peut-être la seule personne qui ait pu l'aimer, et qui dit ce ne sont pas des médicaments qu'il lui faut à ce petit garçon. C'est de l'amour, c'est de l'affection. Il est resté chez cette nourrice ? Mais non, malheureusement. Mais c'est ça qui est terrible. Parce que sa mère décide que c'est le moment de le reprendre. Mais il ne connaît pas sa mère. Il la voit très peu. Quand elle passe très vite. Elle le reprend et c'est fichu. Il est à nouveau malmené, pas aimé, et il est replacé à nouveau. Sauf que pas chez la même nourrice, parce que ça ne se passe pas comme ça. On le place ailleurs. Et il va connaître ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire les maisons de correction dans les années 70. Oui, il connaît ça. C'est un enfant passage, on lui donne des médicaments, on l'administre des coups, ou en tout cas on le malmène, on le casse, on l'enferme. À l'audience, Bruno Chollet confie encore un événement traumatisant de son adolescence. Oui, au début de son adolescence, il a 13 ans et demi, c'est le 14 juillet, il s'en souvient parfaitement. Il est agressé par 2 hommes, et il est attaché, il est violé, c'est-à-dire sodomisé par l'un d'entre eux qui va s'adresser à lui sur le plan verbal, en disant notamment « Alors, elle n'est pas jolie, cette petite pute ». Voilà comment il est traité à 13 ans et demi par ses agresseurs. Les conditions de son viol rappellent évidemment son propre mode opératoire. Lorsque les auteurs reproduisent les événements dont ils ont été les victimes et les reproduisent de façon identique, c'est une manière pour eux de maîtriser l'agression. Ça permet un petit peu de la métaboliser sans doute et surtout de la mettre à distance parce que c'est moi qui décide et ce n'est pas moi qui suis l'objet de ces vices. L'évocation de l'enfance de Bruno Chollet, évidemment, fait une sorte de choc quand même sur la cour d'assises. Parce que même si il ne s'agit pas d'excuser, et c'est inexcusable, les faits sont atroces, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, ce monstre, on l'a fabriqué. Enfin, on lui a fracassé son enfance, on l'a massacré. Bruno Chollet est un enfant né répudié de la vie. La défense cite la seule personne qui accepte de parler de Chollet, son visiteur de prison. J'ai simplement dit au procès que Bruno Chollet est aussi quelqu'un avec qui on peut rire, avec qui on peut jouer à un jeu, qu'on peut échanger des discussions sur un disque, etc., que c'était un homme aussi comme tout le monde. Après avoir étudié la personnalité de Chollet, la cour d'assises plonge dans l'horreur de l'assassinat de Susanna. La détresse de la mère de Susanna. Elle n'aura tenu qu'1 heure
insupportable à entendre les détails les plus sordides de la mort de sa fille. Poignardée à la poitrine, visée en pleine tête à bout portant avec un revolver, aspergée avec 3 litres d'essence et brûlée. Cholet, indifférent, écoute les parents et le frère de Susanna exprimer leur tristesse. Lorsque sa mère a témoigné à la barre, elle a raconté son parcours depuis la mort de sa fille. Elle a dit « Je ne dormais plus du tout. Donc les médecins m'ont donné des somnifères. » Elle a dit « J'ai arrêté assez rapidement de prendre les somnifères parce que je ne rêvais plus. Et dans mes rêves, je vois ma fille. Et je veux continuer à voir ma fille. Donc je veux pouvoir rêver. » C'est vrai que quand elle nous a dit ça, on était sans voix. La présidente va l'interroger, lui demander s'il a une réaction à apporter à ces témoignages. Et il va dire oui. Alors on s'attend tous à ce qu'il ait peut-être tout à coup une prise de conscience, et en réalité pas du tout. Il va dire oui, ça remue quelque chose en moi, ça me fait penser à ma propre sœur, et je suis triste qu'elle ne soit pas venue. Donc en fait, tout est toujours ramené à lui. Dans son réquisitoire, l'avocat général habilement reprend les traumatismes de Cholet pour éclairer son passage à l'acte. Le 17 avril, c'est-à-dire 2 jours avant la mort de Susanna, sa compagne lui annonce qu'elle va le quitter, elle en a assez de vivre avec lui. Et Cholet va alors retrouver cette situation d'abandon qui lui pèse tant et qui, à mon sens, réactive sa haine à l'égard de la société, sa rancœur à l'égard de ses parents, sa haine à l'égard des femmes. Et cette haine va déboucher sur une volonté d'anéantissement, de destruction qui le conduira à tuer Susanna Zetterberg. Face à des preuves accablantes comme son ADN sur l'arme du crime, Bruno Cholet n'a cessé de clamer son innocence. Il provoque un malaise général avec cette formule « Je ne l'ai pas tuée, je n'ai jamais eu Susanna entre les mains ». S'il avoue, il devra expliquer au père de Susanna, il devra expliquer à la mère de Susanna comment il s'y est pris pour la tuer. Dire quels ont été ses derniers moments, si elle a souffert, si elle s'est défendue, si elle a pleuré, si elle a supplié. Et tout cela, on comprend, face aux parents de la victime, que c'est très difficile à dire. Vous plaidez, vous vous attendez à quoi quand la cour se retire? Je ne me fais aucune illusion sur le verdict. Je sais de quelle manière ils vont se prononcer. Je sais qu'il y aura une culpabilité. Ensuite, sur la peine, j'essaie de ne pas y penser. Quel est le verdict? Perpétuité, période de sûreté maximum, 22 ans. Il ne sortira jamais. Jamais. C'est violent de vivre ça. Et j'entends son souffle coupé, je ne l'entends plus. Je me suis retournée et il était effondré. Il fait appel? On en parle et il fait appel. Et ce deuxième verdict? Perpétuité, période de sûreté maximum, 22 ans. Prison jusqu'à la fin de ses jours, compte tenu de son âge. Isolement total, un peu comme, finalement, comme toute sa vie. C'est très important pour nous. Et aussi, on est une justice pour Sana. Je suis très content de ce verdict. C'est rendre justice à ma fille. C'est vraiment important pour moi. Ils ne veulent pas nourrir de haine contre cet homme parce que ce serait, comme il l'explique très bien, et assez dignement, je dois dire, ce serait lui permettre de rentrer un peu plus encore en eux et chez eux, et ça, ils ne le veulent pas. Les parents de Susanna ne veulent pas non plus
que leurs drames se reproduisent. Alors, ils ont créé la fondation Susanna Zetterberg, qui perpétue la mémoire de leur fille et vient en aide aux enfants isolés, défavorisés, de la région parisienne. Cette fondation, c'est une distraction de la haine. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement pieux ou charitables, mais il s'agit pour nous d'une stratégie pour survivre. Un livre publié en français et en suédois réunit des poèmes et des proses écrits par Sanna. Par exemple, ce texte intitulé « Mon testament », 11 pages rédigées alors qu'elle avait 16 ans. Ça serait odieux si j'étais privée de cette merveilleuse chance qu'est la vie. Ne soyez-vous alors pas stupide au point de la cacher. Bien au connaître, vivez, promettez-le-moi. Si je venais à mourir demain, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous simplement de moi.